Nigeria, environ 2000 policiers basés dans le nord-est en proie aux violences de Boko Haram ont manifesté pour obtenir le paiement d'arriérés de salaire, tirant des coups de feu en l'air et des gaz lacrymogènes. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce lundi à Nouakchott où sont réunis des dirigeants africains dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Il a évoqué les dernières attaques djihadistes dans le Sahel. Et puis au Mali, le Conseil national de la société civile a évoqué ses inquiétudes face à la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines régions et s'interroge sur la possibilité de tenir la prochaine présidentielle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Nigeria, environ 2000 policiers basés dans le nord-est en proie aux violences de Boko Haram ont manifesté pour obtenir le paiement d'arriérés de salaire. Une manifestation au cours de laquelle ils ont tiré des coups de feu en l'air et des gaz lacrymogènes. Des précisions à travers ces images. Des milliers de policiers ont manifesté lundi dans le nord-est du Nigeria pour obtenir le paiement d'arriérés de salaire. Et pour se faire entendre, ils ont tiré des coups de feu en l'air ainsi que des gaz lacrymogènes. Les manifestants sont des membres des unités de la police mobile. Ces derniers s'occupent en l'occurrence des contrôles au checkpoint et patrouillent avec l'armée. Mécontents, ils réclament jusqu'à 6 mois de salaire non payés et de meilleures conditions de logement. Les manifestants ont bloqué la principale route aux abords du quartier général de la police à Maïdougouri et réclamé les paiements contre la stabilité de la région. À en croire l'un d'eux, sa dernière paye n'était que de 23 000 naïras, soit seulement 5 000 naïras de plus que le salaire minimum national. Une grande partie du salaire avait été soustraite sans aucune explication. Les policiers estiment qu'ils ne peuvent pas maintenir la sécurité en étant affamés et frustrés. Il faut dire que le non-paiement des salaires n'est pas inhabituel au Nigeria. Ces derniers mois, des personnels universitaires, des travailleurs des secteurs du pétrole et du gaz, ainsi que des médecins hospitaliers ont fait grève pour obtenir le paiement d'arriérés qui remontait jusqu'à 2009. 10 soldats nigériens ont été tués et 4 portés disparus dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram contre une position militaire dans le sud-est du Niger. Cette attaque survient peu après 2 autres au Mali contre la base du G5 Sahel et la base de la force française Barkhane. Des détails. Nous avons un bilan provisoire de 10 morts, 4 disparus et 3 blessés, a déclaré le porte-parole du ministère nigérien de la Défense. L'attaque menée par Boko Haram a visé des positions de l'armée nigérienne à Blabrine, un village situé non loin du bassin du lac Tchad, à 40 km de la ville de Ngimi, a-t-il précisé. L'attaque avait été rapportée dans un premier temps par un responsable de l'ONG Alternative Espace Citoyen sur sa page Facebook, où il parlait de 2 soldats tués dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi que par une source sécuritaire. Une attaque qui fait suite à celle qui a visé la base de la force conjointe du G5 Sahel au Mali. Je condamne ces attaques qui sont perpétrées contre nos forces de défense et de sécurité dans l'ensemble de l'espace du G5 Sahel. Et ces attentats ne doivent pas nous amener à baisser les bras. Ces attentats doivent renforcer notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme et contre le crime organisé pour assurer la sécurité de nos territoires et assurer la sécurité de nos populations. La région de Difa est le théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram, groupe basé dans le nord-est du Nigeria voisin. Fin avril, Niamey avait annoncé une opération militaire régionale d'envergure dans le bassin du lac Tchad, comme au Niger, au Tchad et au Nigeria et au Cameroun pour débarrasser la zone des résidus de Boko Haram. En plus des attaques de Boko Haram, dans le sud-est, le Niger doit faire face aux attaques récurrentes des islamistes de groupes sahéliens dans le nord et dans l'ouest du pays.
En bref, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce lundi à Nouakchott, où les dirigeants africains poursuivent leur réunion au dernier jour du sommet de l'Union africaine, qui se tient dans une atmosphère assombrie par une multiplication des attaques djihadistes dans des pays du Sahel. 10 soldats nigériens ont été tués et 4 autres portés disparus dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le sud-est du Niger. Quelques heures plus tôt, au Mali voisin, des soldats français de l'opération Barkhane ont été visés par une opération terroriste à Gao qui a fait 4 morts et une vingtaine de blessés civils. Et puis une attaque contre le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel avait fait vendredi 3 morts. Il faut dire qu'à son arrivée dans la capitale mauritanienne, le président français Emmanuel Macron a évoqué ces dernières attaques djihadistes perpétrées dans des pays du Sahel. On l'écoute. Parlant du G5 Sahel, je veux évidemment ici avoir une pensée pour nos amis maliens suite aux attaques lâches, odieuses des terroristes au PC de Sévaré puis à Gao. Plusieurs militaires français ont été blessés, ils sont en cours d'évacuation vers la France, mais ce sont des civils maliens, des civils africains qui sont tués par le terrorisme et qui sont les premières victimes de ces barbares que nous combattons. Je veux ici réaffirmer l'engagement, évidemment, de la France, mais je le sais, de tous les pays membres du G5 Sahel pour lutter contre l'obscurantisme, la lâcheté, dont les premières victimes sont les Africains eux-mêmes. Nous restons en Mauritanie où les dirigeants de l'Union africaine se sont réunis depuis dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale. Il s'agit de l'un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse. Les images. C'est un sommet historique qui s'ouvre aujourd'hui pour la première fois dans ce pays fondateur de l'Union africaine qu'est la Mauritanie, a déclaré le président Mohamed Ould Abdel Aziz, dont le pays accueille ce sommet qui s'achève ce lundi. Dans la capitale, quadrillée par les forces de sécurité, dotée d'un nouveau centre de conférence au milieu des dunes de sable et de nouvelles routes, les hôtels affichent complet pour ce 31e sommet de l'Union africaine qui a réuni une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que le président français Emmanuel Macron. Avant l'ouverture, le président Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a fait savoir qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses pairs à la candidature de sa ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie en octobre. Paris appuie cette démarche qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique après 4 ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession. Comme à chaque sommet, les dirigeants africains doivent se pencher sur les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental, dont le drapeau flotte pour la première fois sur Nouakchott à l'occasion de ce sommet avec celui des autres membres de l'Union africaine. En fin du sommet, Emmanuel Macron parlera avec ses homologues du G5 Sahel de la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place par cette organisation régionale siégeant à Nouakchott pour lutter contre les djihadistes. La France soutient ce projet et voyant un possible modèle de prise en main par les États africains de leur propre sécurité. Mais sa mise en œuvre est pour l'instant marquée par les problèmes de financement et les accusations de violation des droits de l'homme par les troupes de la force conjointe. Au Mali, le Conseil national de la société civile a évoqué ses inquiétudes face à la situation sécuritaire qui prévaut dans 8 régions du pays. Il s'interroge sur la possibilité de tenir la prochaine élection présidentielle dans des zones où les populations ne bénéficient pas de tous leurs droits civiques. Reportage Alima Bentouré. Préoccupé par la situation sécuritaire de son pays, le Conseil national de la société civile malienne a tenu du 25 au 27 juin dernier un atelier d'analyse et de positionnement en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018.
Au sortir de cet atelier, le Conseil national de la société civile malienne dénonce une insécurité grandissante sur l'ensemble du territoire national et s'interroge s'il faut poursuivre le processus de préparation d'une élection alors qu'une bonne partie des populations ne jouissent pas de manière entière de leur droit de circuler, de s'exprimer ou encore d'exercer leur droit de vote en toute quiétude. Faut-il poursuivre le processus de préparation d'une élection alors qu'une bonne partie des populations ne jouissent pas de manière entière de leur droit de circuler, de s'exprimer, d'exercer leur droit de vote en bonne quiétude? Comment les candidats et leurs équipes de campagne électorale vont se déployer dans les zones où l'insécurité sévit pour battre campagne? Comment les citoyens, au regard du contexte sécuritaire, vont pouvoir accéder à leur carte d'électeur? Quelles garanties les populations en conflit au niveau des zones d'insécurité vont-elles aller voter sans affrontement avec leurs opposants? Nous exprimons notre vive préoccupation face à la situation qui prévaut dans le pays, aussi bien sur le plan sécuritaire que politique et social. Le Conseil national de la société civile malienne dénonce aussi un état de préparation insuffisante de l'élection présidentielle sur l'ensemble du territoire, auquel s'ajoute l'absence des sous-préfets dans plusieurs localités du centre et du nord. Le non-déploiement des sous-préfets dans plusieurs localités des régions du centre, Koulikoro, Ségou et Mopti, et du nord, Tombouctou, Gao et Kidal, cette absence aura un impact négatif sur la distribution des cartes d'électeurs et sur la tenue même de l'élection. Sans vouloir se prononcer sur un report éventuel de la présidentielle du 29 juillet, le Conseil national de la société civile malienne décide, au regard de tous ces constats, de s'engager désormais à jouer un rôle d'observateur sur l'ensemble du processus électoral avec impartialité et de mettre en place un comité de veille, d'alerte et de médiation sociale. Il y a quelques semaines, l'ex-vice-président et ancien chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba, ex-voisin de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo Alaye, a été acquitté par la Cour pénale internationale. Si à Kinshasa, ses partisans ont jubilé à l'annonce de cette nouvelle, en Côte d'Ivoire, cette nouvelle suscite espoir dans le village natal de Charles Blé Goudé. Il faut dire que le procès du leader des jeunes patriotes se poursuit devant la Cour pénale internationale. À 15 km de la ville de Kibéroua, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, se trouve Pokrobré. Dans ce village d'ethnie Bété, les yeux sont rivés depuis quelques années vers la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. C'est la politique, on n'y peut rien. On pleure intérieurement. Il n'y a aucune preuve contre lui. Il fait encore quoi là-bas? C'est la seule question que je me pose. Originaire de cette localité, Charles Blé Goudé séjourne dans les geôles de la Cour pénale internationale depuis le 22 mars 2014, aux côtés de Laurent Gbagbo. Tous deux sont poursuivis pour crimes de guerre après la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Alors que beaucoup semblaient presque désespérés dans ce village, l'acquittement prononcé en appel pour Jean-Pierre Bemba a sans doute changé la donne. On est confiant qu'il va nous revenir très bientôt. Pour certains acteurs de la scène politique ivoirienne, les murs de la prison de la Cour pénale internationale ont séparé les Ivoiriens depuis que Gbagbo et Charles Blé Goudé y séjournent. À un moment donné, il y a eu une bataille. Mais après la bataille, il faut qu'il y ait la paix. Je lance cet appel au gouvernement de Côte d'Ivoire pour que chacun puisse influer, n'est-ce pas, là où il peut influer, de sorte à ce que ces deux personnes puissent sortir de prison. À la tête d'un jeune parti politique ivoirien, Blé Richard sillonne la région pour inviter la population à la cohésion. Il a marqué une escale dans la cour familiale de Charles Blé Goudé. Tout ce que Dieu fait est bon et Dieu a un plan pour chacun de nous. Si Jean-Pierre Bemba, cela a été possible de son côté. Dieu sait pourquoi il l'a fait. Et moi, en tant que chrétien, je ne perds pas espoir. Je crois toujours qu'un bon jour, Charles Blé Goudé il serait au pied des Ivoiriens. Aussi minime qu'il soit, jeunes, adultes et enfants semblent s'accrocher à l'espoir de vivre bientôt le retour du fils du village. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.